sans tarder, on passe à la troisième présentation. Merci. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous pour modérer cette session sur les bronchectasies chez l'enfant. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Hafidi et Madame Hassani, surtout pour l'organisation de ce congrès national dans le cadre de la SMAP. Sans tarder, bien sûr, je donne la parole à professeur Rola Aboutam pour nous donner un aperçu sur l'apport des explorations fonctionnelles respiratoires dans le cas des DDB de l'enfant. Merci. Bonjour à tous et merci de me donner la parole pour vous parler des EFR et leur place dans les DDB de l'enfant. Si vous étiez là hier, vous avez vu que, le souffle, ça se mesure et ça se mesure très jeune. À partir de 2-3 ans, ça peut se faire avec des techniques en volume courant. Et pour ce qui concerne la DCP, ce qui est intéressant à mesurer, c'est les volumes. Et chez les jeunes enfants, on peut mesurer une CRF. Chez les plus grands, on mesure tous les volumes. Et puis, quand on fait un diagnostic de dilatation des bronches, un des diagnostics à évoquer, c'est la dyspnée ciliaire. Et là, c'est le NO nasal qui peut donner la réponse de manière assez simple. Encore faut-il l'avoir à disposition et je pense que ça, c'est un projet important pour aboutir à un plateau technique qui soit complet pour diagnostiquer les DDB. Dans une étude, j'ai vu que l'errance diagnostique était telle dans les DDB de l'enfant qu'il fallait 80 consultations médicales. C'était un pays européen, je ne me rappelle plus lequel, avant que quelqu'un pense au diagnostic et confirme le diagnostic. 80. Il n'y a quand même pas beaucoup de pathologies où il y a une telle errance diagnostique. Bon, et chez les plus grands enfants, bien sûr, ce n'est pas les résistances ni la CRF qu'on fait, c'est aussi une boucle débit-volume pour obtenir un VEMS. Voici un algorithme diagnostique issu de notre plan national de soins publié en 2021 sur les dilatations des bronches, juste pour vous montrer que dans cet algorithme diagnostique, les EFR, elles arrivent très rapidement, juste après l'anamnèse et la tomodensitométrie. Donc des EFR pour toutes les DDB, et dès qu'on évoque une dyskinésie ciliaire, on mesure le NO nasal pour confirmer ce diagnostic. Et je vous montrerai, il a une bonne sensibilité et une bonne spécificité dans cette indication. Bon, il n'y a pas que la dyskinésie ciliaire, bien évidemment, il y a la mucoviscidose, on va en parler tout à l'heure. Donc, dans la mucoviscidose, j'ai juste fait une diapo de synthèse parce que je pense que tout le monde est convaincu que l'EFR est un outil indispensable d'évaluation au diagnostic, mais aussi dans le suivi. Et dans notre PNDS mucoviscidose de 2017, il était écrit, et c'est ce qu'on fait tous les jours, parce que nous, on travaille la main dans la main avec le CRCM, la spirométrie, elle est systématique à chaque visite. Pourquoi c'est intéressant? Bien sûr, il faut suivre le VEMS. Il y a des critères EFR d'exacerbation, il y a les critères cliniques, bien sûr, dont je ne vais pas parler, ce n'est pas le sujet, mais il y a des critères EFR, c'est une chute de 10% du VEMS, ou alors une chute de 5 points de la saturation en oxygène, ou alors pour les exacerbations sévères, une saturation inférieure à 90%. Et lorsqu'on constate une chute du VEMS de 30% ou un déclin rapide du VEMS, on commence à évoquer la transplantation pulmonaire. Bien évidemment, dans certaines situations, l'enfant ne peut pas venir aussi fréquemment que nécessaire faire des EFR, et pour ces situations-là, on a la possibilité d'avoir des spirométries ambulatoires. Notamment, c'est intéressant en post-transplantation. Dans la muco, et dans d'autres cas de DDB, mais aussi dans la muco, on peut être amené à faire des épreuves d'effort. Quand on doit faire une réhabilitation respiratoire, l'épreuve d'effort, elle est obligatoire. Et il y a également le test de marche de 6 minutes, dont la valeur pronostique n'est plus à démontrer. Il y a également un nouvel examen, relativement nouveau, il est adolescent maintenant, hein, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on l'utilise, c'est l'index de clairance pulmonaire. Alors celui-là, on ne l'utilise pas en routine, parce que c'est très long, assez compliqué, il faut des certifications régulières, des machines qui coûtent très cher, et il faut du personnel
qui met longtemps avant d'être opérationnel. Mais c'est intéressant parce que ça dépiste précocement les obstructions. Donc l'index de clairance pulmonaire, on fait inhaler un gaz et on voit en combien de temps il s'élimine, pour faire simple. Et c'est un marqueur de l'inhomogénéité de distribution dans les poumons, des gaz dans les poumons. Il y a bien sûr une inhomogénéité physiologique, mais dès que cette inhomogénéité est exagérée, donc dès que l'index de clairance pulmonaire est augmenté, dès qu'il faut plus de temps pour éliminer ce gaz qu'on a fait éliminer, c'est l'indicateur précoce de nombreuses pathologies respiratoires obstructives. Donc dans ces situations, la répartition des gaz est altérée, le temps mis pour évacuer le gaz des poumons est allongé, l'index de clairance pulmonaire est augmenté. Voilà la photo d'une petite fille qui est préscolaire et elle fait la mesure avec un masque. C'est une technique en volume courant, donc on peut le faire chez des jeunes enfants, chez des jeunes enfants éveillés quand ils arrivent à se tenir tranquilles à partir de 5-6 ans, 7 ans. Grégory est dans la salle. Avant 6-7 ans, c'est compliqué. Il en fait quotidiennement. Et chez les bébés, on peut même les faire endormis. Donc, je vous ai mis la formule. On calcule les volumes expirés cumulés qui ont été nécessaires pour éliminer le gaz traceur jusqu'au 40e de sa concentration initiale. On mesure aussi la CRF à chaque volume courant. Je vous rappelle que la CRF, c'est le volume gazeux qui reste à la fin d'une ventilation en volume, à la fin de l'expiration en volume courant. Donc, ce VCE et la CRF sont mesurés jusqu'à l'élimination du gaz. Et après, ça nous donne un index. Et il a été démontré que cet index est précocement altéré dans la mucoviscidose. Voici les résultats chez des contrôles sains et voici les résultats significativement supérieurs chez des patients qui ont la mucoviscidose. Et c'est des patients très jeunes, juste après la naissance, le plus âgé avec 14 semaines dans cette étude italienne. Donc très très tôt, cette altération apparaît. Dans cette autre étude, ils se sont intéressés à réaliser 2 clusters, un cluster sévère et un cluster pas sévère. Et dans le cluster sévère, là où la LCI était la plus altérée, eh bien, il y avait significativement plus d'exacerbation. Dans cette autre publication, on redit la place de 2 paramètres d'EFR, LCI et épreuve d'effort cardio-pulmonaire, qui ont leur place dans la mucoviscidose pour évaluer la progression de la maladie, pour évaluer le pronostic et puis pour évaluer l'efficacité de nos interventions. C'est là que ce marqueur a toute sa place, hein, c'est pour évaluer les nouvelles thérapeutiques dans la mucoviscidose. C'est d'autant plus intéressant que le pronostic s'améliore. Donc on a besoin d'indicateurs précoces de l'atteinte respiratoire. Il faut des outils complémentaires puisque maintenant nos patients, et fort heureusement, ils ont souvent des VEMS qui restent longtemps normaux. Donc c'est un outil adapté aux enfants et aux jeunes enfants puisque ça se fait, je vous l'ai dit, en volume courant. C'est prédictif des exacerbations et du VMS à l'âge de 6 ans. Il y a une très bonne corrélation avec l'atteinte radiologique au scanner et en IRM, avec l'atteinte microbiologique et les marqueurs inflammatoires exhalés, et avec les symptômes respiratoires, bien évidemment. Avec un coefficient de variation qui est de 3 à 5%, quand on sait bien maîtriser la technique. Ça mesure la progression de l'atteinte respiratoire de la mucoviscidose. C'est un critère, je vous l'ai dit, d'évaluation des nouveaux traitements, les traitements modulateurs de CFTR. Et c'est faisable, avant 7 ans, 50 à 67% dans les équipes entraînées, et au-delà, c'est au moins 80% de succès. Passons maintenant aux dyskinésies ciliaires. La place des EFR. Donc ça, c'est un tableau synthétique issu de notre PNDS qui a été publié en 2017. Et vous voyez que les EFR, on les fait très régulièrement. Et il est même conseillé de le faire tous les 3 mois. Alors moi, je vous avoue qu'on n'arrive pas à faire aussi rapproché. On fait plutôt tous les 6 mois ou 1 an pour ceux qui vont très très bien.
Et on fait spirométrie, les volumes statiques. Et chez les plus jeunes, on peut faire les résistances. Aux premières EFR, on l'a vu hier, on fait toujours une réversibilité. Et ensuite, seulement si on a un doute ou seulement si la courbe est anormale, s'il y a une obstruction. On peut aussi, des auteurs font des LCI dans la dyskinésie ciliaire primitive pour dépister l'atteinte précoce distale. Nous, on ne le fait pas encore parce que c'est très très chronophage et on a beaucoup de patients mucoviscidoses qui ont la priorité sur nos machines et pour qui il y a des traitements ciblés, alors que dans la dyskinésie ciliaire, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas encore de traitement ciblé. Et les gaz du sang, ça fait aussi partie des EFR. En pratique, nous, on ne les fait que dans les atteintes sévères, avec insuffisance respiratoire, qui heureusement sont très rares à l'âge pédiatrique. L'évolution des dyskinésies ciliaires, elle est lente chez certains patients, mais elle peut être plus rapide, avec des altérations EFR qui arrivent dès l'enfance, et on a encore trop de cas comme ça. Dans une cohorte d'adultes, 98% et 38% avec un VEMS inférieur à 40%. Mais bon, c'est une étude d'adultes publiée en 2004, donc c'est une étude qu'on peut qualifier d'historique avant les traitements un petit peu plus proactifs qu'on propose maintenant. Et donc dans cette étude historique, les patients avaient un index de masse corporelle plus bas que dans la mucoviscidose. Ils avaient comparé à des contemporains qui avaient la muco et ils étaient pires en termes d'index de masse corporelle. On revient à l'errance diagnostique, au retard diagnostique et donc au retard de prise en charge. On a parlé des vaccins, on a parlé des traitements antibiotiques précoces, de la kiné respiratoire. Eh bien, à l'époque, ce n'était pas aussi développé. Et donc, dans cette étude, on illustre le VEMS selon l'âge et la période. Avec, vous voyez, des VEMS qui sont meilleurs à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on est un enfant. Pareil pour la CVF. Là, les évolutions, c'est des données françaises entre l'enfance et l'âge adulte, l'évolution du VEMS. Donc, il y a des enfants qui restent stables, voire qui s'améliorent, mais il y en a quand même qui chutent leur VEMS et leur CVF de façon importante à l'âge de la transition. L'étude historique dont je vous parlais tout à l'heure de Noon en 2004 avait corrélé le VEMS avec la microbiologie et en fonction de l'âge. Et on voit ici, les carrés, c'est ceux qui avaient un pio muqueux. On voit visuellement que la présence de pio muqueux était associée à des VEMS plus bas. Donc il y a une corrélation EFR et microbiologie. Donc, un des éléments très importants donc, pour conforter le diagnostic, parce que la confirmation, on le verra, elle est avec Lisa, elle est à la biopsie de cils et à la génétique, mais pour conforter le diagnostic, parmi les faisceaux d'arguments, c'est la mesure du NO, donc c'est le débit nasal de NO, qui peut donc orienter le diagnostic. Le NO, on en a parlé hier, c'est un gaz qui est produit partout dans les voies aériennes, par de nombreux types cellulaires, au niveau alvéolaire, mais aussi au niveau rhino-sinusien. Et quand on a un NO nasal abaissé, on évoque très fortement une dyskinésie ciliaire parce que c'est une des rares conditions où ce gaz est mesuré bas, sous réserve de la technique. Il ne faut pas avoir le nez bouché. Donc avant de faire la mesure, on fait un test au miroir pour vérifier que la buée sur le miroir reflète un bon débit aérien par les narines, par les voies nasales. Et donc c'est un moyen très simple, non invasif, qui participe. C'est un acteur clé dans la démarche diagnostique de la dyskinésie ciliaire de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Mais bon, là, on parle de l'enfant. Plusieurs méthodes de mesure. On ne va pas rentrer dans le détail. Ça, on pourra le faire lors d'un atelier EFR éventuellement. Mais une méthode en apnée pour les plus grands, en expiration contre résistance, et une méthode en volume courant par le nez qui peut se faire dès le plus jeune âge, même avant, chez des très jeunes enfants. On l'a déjà fait chez des enfants de 2 ans et même chez des plus jeunes il y a quelques années, chez des bébés endormis. Et donc ça, c'est une des études auxquelles on a participé. Donc ici, NO nasal très abaissé, c'était des dyskinésies ciliaires. Là, ce n'était pas des dyskinésies ciliaires, c'était des DDB qui n'en étaient pas. Donc on avait éliminé le diagnostic. Le NO nasal était significativement plus élevé. Et là, c'était des contrôles sains
dont le hainaut nasal était encore plus haut. Bon, il y a des normes en fonction de l'âge, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous travaillez aux EFR et que vous avez accès à cette technique, bien sûr, il faut utiliser ces normes-là. Je ne sais pas, on va parler peut-être tout à l'heure avec Lisa du Picadar. Alors, quelle est la valeur, donc il y a un score clinique, hein, quelle est la valeur du hainaut nasal versus le Picadar? Eh bien, dans une étude de Jackson que je vous ai citée, quand on prenait la valeur seuil classiquement admise de 30 nanolitres minute, on arrivait à une sensibilité de 91% et à une spécificité de 96%, donc de très bonne sensibilité et spécificité pour cet outil diagnostique. Dans leur étude, ils avaient 301 suspicions consécutives de DCP, 31 parmi les 34 DCP confirmés, donc 91%, avaient un hainaut nasal bas, c'était donc de vrais positifs. 3%, 10 sur les 267 n'étaient pas des DCP et avaient malgré tout un hainaut nasal bas, c'était de faux positifs. Donc c'est pour vous donner une idée de comment on interprète le diagnostic et de ses limites. Sensibilité et spécificité sont très bonnes, mais pas à 100%. Et enfin, 9% des patients DCP avaient un hainaut nasal normal. Donc un hainaut nasal normal, c'est un message important quand même, n'exclut pas le diagnostic. Si vous avez une forte suspicion, il faut aller à la biopsie ou à la génétique en fonction de ce qui est disponible chez vous. Et le Picadar, en comparaison, il a aussi une très bonne sensibilité lorsqu'on met le cutoff à 5 ou plus. Par contre, la spécificité est moins bonne, 75% versus 96% pour le hainaut nasal. Et je vois que j'ai éclusé mon temps, donc je vous ai mis le Picadar là, mais Lisa, tu en parles? Oui, très bien, donc j'avance. Voici notre PNDS, l'algorithme diagnostique français, avec, comme le hainaut nasal est disponible un peu partout, il est très haut dans cet algorithme diagnostique. Mais dans les recos américaines, eh ben, c'est est-ce que vous avez le hainaut nasal? Oui, non. Si vous ne l'avez pas, c'est plus la génétique qui vous aide à avancer dans le diagnostic, ou la biopsie, ou les deux. J'ai peut-être pas beaucoup de temps, mais pour vous montrer des cas cliniques, j'en avais mis quelques-uns avec les atélectasies classiques, le moyen, l'ingula. Donc quand on voit ça, on est quasiment sûr que c'est une dyskinésie ciliaire avec des DDB au milieu des atélectasies, le moyen et l'ingula, avec une obstruction bronchique, une distension aux EFR. Voilà à quoi ressemble un tracé de hainaut nasal. Et puis j'ai pas trop le temps de parler des EFR dans les DDB hors mucoviscidose, mais vous pouvez regarder le PNDS qui a été publié en 2021 sur le sujet. Ici, un cas clinique de DDB, je ne sais plus ce qu'elle avait. Voilà. Et là, c'était une patiente qui était suivie pour une pathologie, une polyarthrite rhumatoïde avec un stade 3 et qui avait aussi des DDB, mais avec des EFR pour le moment normal. Et on la suit régulièrement à chaque fois qu'elle vient. On nous demande des EFR. Ça, on en a parlé hier, les définitions. Ici, un syndrome mixte qui avait des DDB. Les critères de réversibilité, on en a parlé. Les techniques de mesure aussi. Et c'était ma conclusion. Voilà. Et je vous remercie. Merci Madame Roula Aboudam pour cette excellente présentation concernant l'intérêt des UFR et la spirométrie comme outil diagnostique et de surveillance pour ces patients. Et on passe la parole à Madame Harrak. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis professeure Harrak Leila, je suis pneumologue adulte. Et donc, je tiens à remercier vivement mes amis, les professeurs Amal Hassani et Naïma Hafidi, d'avoir pensé à faire intégrer les pneumologues adultes à ce congrès pour la prise en charge surtout de dilatation des bronches et de m'avoir confié cette commodération avec mes amis ici présentes. Je tiens également à les féliciter pour tous les efforts fournis pour la prise en charge de ces malades, essentiellement les malades qui sont porteurs de déficit immunitaire et de mucoviscidose, parce que grâce à ces efforts que nous, pneumologues adultes, commençons à voir ces patients et de continuer donc leur prise en charge. Merci beaucoup.